Alors bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans l'univers de Push. Aujourd'hui, nous sommes avec Gabriel, que vous connaissez peut-être de son concept de une vidéo de tatouage par jour lors du confinement. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Moi c'est Gabriel, RIP, j'ai 25 ans, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis 2011 et je fais pas mal de choses, dont le tatouage. Il y a d'autres trucs qui gravitent autour. Et c'est mon métier à plein temps depuis 6 ans, je crois. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais commencé à filmer à l'âge de 8 ans. Est-ce que garder et partager tous tes moments de vie comme ça a toujours été une passion pour toi? Alors moi je fais ça depuis l'âge de 8 ans et ça a été certes une passion, mais c'est aussi, on va dire, un côté un peu thérapeutique. Genre l'histoire en elle-même, elle est pas jolie, mais elle est comme ça, donc faut que je l'assume. En gros, j'ai commencé à filmer toute ma vie à la perte d'un de mes proches, et je me suis rendu compte que déjà j'avais pas beaucoup de photos. Premièrement, t'oublies la voix, t'oublies plein de trucs. Et 3 mois avant, non 2 mois avant, il y avait Noël. Et à Noël, j'ai eu un caméscope à cassette. Donc, comme tous les gamins qui ont un nouvel objet, tu le ponces pendant soit une semaine, soit pendant 3 mois. Et donc, j'ai filmé beaucoup de trucs et tout, de souvenirs avec cette personne-là. Et en fait, quand je l'ai perdu, je me suis rendu compte que t'oubliais la voix en premier, ensuite petit à petit, t'oubliais plein de trucs du quotidien. Et j'ai eu la chance d'avoir ces quelques cassettes-là qui m'ont permis de me rappeler un peu ces moments-là. Et j'ai eu une sorte de toc qui a été de filmer toute ma vie pour garder des souvenirs, un peu des souvenirs de ma vie et les garder quelque part. Donc j'avais 8 ans à l'époque, donc j'ai commencé à filmer tout avec mon caméscope à cassette. Je filmais vraiment tout et n'importe quoi, tu vois. C'était du vlog. J'ai commencé le vlog super tôt en fait au final. Et après, à l'âge de 10 ans, en fait, j'avais plus trop de mémoire sur mon ordi, et je découvre un endroit où je peux stocker mes vidéos. Et les clouds, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de service de cloud comme on connaît maintenant. Ça arrivait un peu plus tard. Et donc du coup, en fait, je commence à mettre mes vidéos sur un endroit qui s'appelle YouTube. Et en fait, les gens avaient accès à ça. Et petit à petit, en fait, c'est parti de là où j'avais besoin de stocker mes vidéos quelque part pour les garder. C'était gratuit. Et puis, c'est juste que c'était un peu un cloud à ciel ouvert où il y avait des gens qui regardaient les vidéos. Et c'est parti de là. Et j'ai commencé à filmer un peu toute ma vie au skatepark. Et après, ça grandit avec moi. Du coup, voilà. Et à l'heure actuelle, c'est encore le cas. J'aime toujours ce que je fais. C'est un TOC qui est devenu un peu un TOC passion. Donc, avant, je le faisais un peu de manière thérapeutique et maintenant, c'est mon taf. Donc, au final, c'est drôle. Et puis, j'ai toujours autant de plaisir à maîtriser les images. C'est plus comme avant, c'est plus brut. Je filme et j'envoie. Maintenant, j'ai tout un process artistique autour qui me permet de m'exprimer et de vraiment faire passer le sentiment que j'ai envie de transmettre et pas juste un reportage brut, quoi. Du coup, voilà. Est-ce que le process artistique dont tu parles, tu voudrais le partager ou aider des personnes qui veulent se lancer aussi dans le domaine avec ton vécu? Euh, en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule manière de se lancer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on essaie. En fait, on essaie tout le temps de faire la même chose que quelqu'un parce que ça marche pour quelqu'un. Mais ce que les gens attendent sur les réseaux, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui, en fait, qui change de l'ordinaire, qui divertit. Et qu'est-ce qui est plus divertissant que la nouveauté? Donc, il n'y a pas forcément de recettes miracles il y a deux, trois tips peut-être, mais ça dépend de ce que tu veux. Il y en a qui font vraiment que de la photo au téléphone et ça marche très bien parce que ils touchent leur communauté comme ça, c'est très honnête. Après, il y en a qui vont plus vouloir avoir le côté création de contenu, création d'images, modification de couleurs, storytelling et tout. J'ai le OK. Et dans ce cas-là, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est go, hein, fonce, hein, fais ce que t'aimes. De toute façon, ça se ressent. Les sentiments, enfin les réseaux, ça marche avec les sentiments. C'est si t'as quelqu'un de fort en face de toi, tu le captes assez rapidement. Il y en a qui sont bons quand même en acting et qui arrivent à fausser le truc. Mais en fait, le seul truc, c'est la passion et c'est le truc qui te tient de A à Z. Donc, si tu commences avec un niveau vraiment pas ouf, on a tous commencé vraiment de zéro. Si tu kiffes ce que tu fais, naturellement, tu vas mettre des heures, naturellement, tu vas t'améliorer, tu vas chercher des inspirations. Ça va pas être une corvée. Et c'est un métier qui peut être très dur à vivre si tu le fais pas par passion. Et déjà, c'est pas si facile que ça quand tu kiffes ce que tu fais, que ça te demande beaucoup, beaucoup de toi.
Mais en plus, si tu fais pas ce que t'aimes, ben, c'est encore pire, quoi. Donc vraiment, je pense que le maître mot, c'est partager comme t'en as envie, savoir écouter un petit peu ta communauté quand même, mais rester propre à tes valeurs. Parce que sinon, bah, tu finis par ressembler à tout le monde, quoi. Bah, comme tu nous parles de tes valeurs, je vais en profiter pour te demander, ben, c'est quoi et ça représente quoi pour toi Je me suis jamais trop posé la question des valeurs, à part tout à l'heure dans l'autre format que vous verrez bientôt d'ailleurs. et, euh, et en gros, en fait, je pense que c'est le but authenticité sur le fait de partager les choses avec le cœur, des choses que j'aime et qui touchent les gens et qui aident aussi un petit peu les gens. Genre pas juste dire des trucs bateaux, la vie elle est cool, la vie elle est trop belle, regardez j'ai ce nouveau sac, nanana, je voyage, c'est trop cool. Mais plus parler un petit peu de la vie telle qu'elle est. Des fois elle est pas toute rose, des fois il y a des galères et des fois en fait ça fait prendre du recul sur certains trucs. Donc j'aime bien le côté être honnête là-dessus parce que tout n'est pas beau dans la vie. Même si tu viens sur les réseaux pour divertir, je trouve qu'il y a un intérêt quand même qui va être sur le côté de l'éducation, sur d'autres trucs, partager des valeurs ou faire évoluer un peu les choses. Après, le côté humilité, je vois pas ça trop comme une valeur parce que, enfin, en soi, je me prends pas la tête au quotidien. C'est plus un de mes traits de caractère. Mais c'est super pas humble de dire ça. C'est tout sauf humble. Mais du coup, ouais, non, je suis super léger sur plein de trucs. J'aime trop rencontrer les gens. J'aime trop apprendre à connaître les gens. Je suis hyper redevable envers les gens qui me suivent sur les réseaux. C'est pour ça que j'essaye de rendre l'appareil au maximum que je peux. Et donc, je pense que ouais, ça serait les deux valeurs qui me tiennent. Après, peut-être que j'en ai d'autres, mais elles me viennent pas en tête. Pour rejoindre avec l'authenticité, on remarque en regardant tes vidéos, on voit que tu as ton propre style. Je disais, on remarque que tu as ton propre style et ben, que tu as plutôt du talent dans tout ce qui est vidéo, ben, comme c'est ta passion, ça se comprend. Mais tes vidéos sur YouTube, on voit qu'elles ont pas autant de vues qu'elles le mériteraient. Et comment tu gères ça entre rester créatif et être fidèle à toi-même et chercher à toucher le plus de monde? Très bonne question. Alors déjà, en fait, il y a vidéo et YouTube. Déjà, la première chose, c'est que moi, je m'écoute moi, je fais ce que j'aime, et il y a des périodes où ça marche et ça marche pas. C'est comme une entreprise, tu as des saisonnalités, tu as des pics où les gens sont plus sur les réseaux, tu as des moments où les gens ils vont être plus à devoir se divertir, ils vont plus consommer les réseaux, et des moments où les gens, en fait, ils vont juste vivre, ils vont lâcher leur téléphone, ou ils vont plus être aux mêmes horaires. Par exemple, en été, les gens sortent, les gens sont au taf, la moitié de ma communauté, c'est soit ils sont au travail, ils sortent, 17-18 heures, et ben là ils sont sur les réseaux, et d'autres 17-18 heures ils sont à l'apéro où il y a d'autres trucs. Donc en fait, faut savoir qu'est-ce que les gens font. Donc il y a des moments où c'est pareil pour tout le monde, ça marche ou ça marche moins bien. Après YouTube c'est différent parce que j'ai commencé YouTube très très tôt, à l'époque où les gens n'avaient pas de compte Google et ne s'abonnaient pas. C'est-à-dire que ils tapaient mon nom dans la barre de recherche. Il y avait à peu près genre entre 15 et 30 000 personnes par jour qui, à l'époque c'était énorme, qui allaient regarder mes vidéos, mais qui n'avaient pas de compte Google, donc ils s'abonnaient pas, qui commentaient pas. Donc, j'ai commencé peut-être YouTube un peu trop tôt, au moment où je pouvais pas construire une communauté, dans le sens où j'avais l'attention des gens, mais j'ai pas pu les fidéliser parce que, en fait, ils n'utilisaient pas tous les outils de base, ils n'avaient pas de compte pour commenter. Donc là-dessus, j'ai peut-être été trop en avance ou c'était pas le bon timing. Et après, j'ai lâché YouTube parce que ça demande beaucoup de temps et je suis tout seul et je fais quasiment tout seul. Donc, il y a des choix à faire. Donc, je me suis concentré sur Insta et TikTok, là où je mets vraiment beaucoup plus de temps, beaucoup plus de montage et je travaille de manière que ça me demande vraiment beaucoup de taf. Où, en fait, moi, je suis un mix entre un influenceur et une boîte de production parce que je bosse avec une caméra cinéma, avec un logiciel cinéma et je vais avoir toute une production et je vais pas juste filmer et poster. Donc, il faut que je fasse des choix à un moment donné. YouTube, bah, ça va plus dans mon sens. J'adore cette plateforme parce que j'adore le côté cinématique, mais j'ai plus le temps pour. Et du coup, j'ai mis de côté YouTube depuis vraiment. Je crois que l'année dernière, j'ai posté pendant un mois et après j'ai arrêté. Je suis le gars le moins, le moins, le moins présent sur la plateforme, mais je me concentre beaucoup plus sur Insta et sur TikTok parce que je trouve qu'il y a un lien communautaire qui est beaucoup plus fort. Les outils permettent de beaucoup plus partager et de rebondir avec les questions, répondre aux DM et tout ça. Donc au final, je préfère le côté humain de ce que ces plateformes-là ont à offrir plutôt que je poste une vidéo, les gens commentent, mais t'es moins dans l'échange. Du coup, voilà, YouTube, en fait, moi, je suis ok, hein, ça marche moins parce que j'ai mis mon intérêt. Mais Insta et TikTok, c'est là où je kiffe le plus faire mon travail. Pour rejoindre ce que tu disais avec le fait que t'es le
t'as ta boîte de production plus ou moins, t'es ta propre boîte de production. Est-ce que tu comptes toujours tout faire tout seul, que ce soit tes montages créés, ou est-ce qu'un jour tu comptes t'entourer pour faire tout ça? Ça, c'est grave une bonne question parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, mais plus c'est les créateurs de contenu comme moi qui me la posent. Euh, En fait, alors je travaille avec des gens, mais plus sur le côté commercial pour les OP, donc avec les agents qui vont juste gérer la prod, les contrats, tout ça, parce que enfin, déjà que ça me prend beaucoup de temps, moi faire ma production pour mes réseaux, si en plus je devais gérer le contrat juridique, je pense que j'arriverais pas à tout faire bien. Donc je travaille avec des gens là-dessus. Par contre sur la production, non, parce que en fait j'ai ma manière de modifier mes images, j'ai une manière de monter, et je travaille en circuit court comme si en fait je faisais l'auto documentaire de ma vie. Donc, je connais les moments que j'ai vécus, je sais comment je vais les monter. Quand j'ai filmé, je sais déjà comment ça va être. Donc, mettre une barrière et envoyer à quelqu'un, je perds de cette authenticité-là, de OK, je l'ai vécu comme ça, je sais comment le monter pour le transmettre de la meilleure manière possible. Je pourrais le faire, mais du coup, je perdrais trop de temps sur plein de trucs. Et au final, ça serait contre-productif. Je préfère mettre des horaires, mais avoir la main sur ce que je fais. Pour l'instant, je le fais très bien, hein. Je le fais quasiment tous les jours. Donc ça m'embête pas de continuer à le faire. Et surtout, il y a des gens qui me suivent aussi parce que je fais tout seul. Donc casser ça, ça serait casser un petit peu le côté full DIY où je fais tout solo. Et ça motive aussi beaucoup de gens pour montrer que tout est possible au final. Que pour sortir des prods qui se rapprochent du côté cinéma, t'es pas obligé d'avoir une équipe de cinéma ou un monteur. Donc j'aime bien partager là-dessus parce que il y a des gens qui me suivent pour le tatou, il y en a qui me suivent pour la mode. Alors je suis pas le, enfin je galère à m'habiller, je porte que du noir et du gris. Il y en a qui me suivent pour l'image, pour comment je travaille mes photos. En fait, il y en a qui me suivent pour le côté artistique, pour le côté plein de trucs. Donc si j'arrête de faire ça, et ben je vais perdre les gens qui me suivent pour ça. Et même moi, ça me fera moins kiffer de modifier les images. J'adore faire ça, c'est pas une contrainte du tout. Je peux passer des heures à monter et ça me dérangerait pas du tout. Donc avec tout le travail que tu dois fournir, comment tu fais pour garder un peu l'équilibre entre ton travail, ta vie perso et j'inclus aussi les voyages là-dedans parce qu'on peut voir que tu voyages aussi beaucoup via tes réseaux. Donc comment tu fais pour gérer tout ça ensemble? Alors tout ce qui est voyage et travail, c'est lié parce que je bouge pour des communications commerciales la plupart du temps. Donc les deux sont liés. Donc quand je suis en tournage à l'étranger, en fait, c'est comme si j'étais en tournage en France, mais dans un autre pays. C'est assez cool. Euh, Par contre, tout ce qui est vie personnelle, c'est galère. Euh, Encore une fois, je pourrais faire le strict minimum sur les réseaux, mais ça m'en semblerait pas. Par contre, je suis très peu présent. Là, en ce moment, j'essaye de moins bouger à Paris le moins possible. Parce que j'habite à Valence, moi j'habite pas à Paris, donc c'est beaucoup de trains, je dors dans les trains, je bosse beaucoup dans les trains, et quand je suis pas dans les trains, je suis dans mon bureau. Donc au final, je vois pas tant que ça mes potes. Là, j'apprends à prendre du temps un peu plus pour moi. Et genre, c'est tout con, mais j'ai pas pris de vacances depuis 4-5 ans, je crois. Et les jours de repos, bah je crois que j'ai dû en avoir repos, je dois en avoir 5 dans l'année en général. Le reste du temps, j'ai tout le temps une part de travail. Et j'aime ça, mais là, je sens que je sature un petit peu et que je vais prendre du temps pour moi. Et je sais pas prendre du temps pour moi dans le côté repos parce que je suis habitué à taffer tout le temps. C'est un truc que j'aime et j'ai l'impression de perdre mon temps quand je fais rien. Je suis toujours un peu sur les réseaux, même si je produis pas, je gère toujours un truc. Mais du coup, côté relation, c'est trop galère parce que je suis tout le temps à droite à gauche. Et puis, faut trouver des gens enfin, la mouche elle est posée sur ma tête. Ouais. Nickel. Mais ouais, franchement, côté perso, c'est pas facile. Genre, je me rends compte que je suis pas trop là. Mais faut que j'apprenne aussi à apprendre. J'ai encore plein de choses à apprendre. Ça, ça a l'air basique, mais je sais pas faire. Est-ce que comme tu crées du contenu presque que tous les jours et c'est ce que tu fais tout le temps, est-ce que tu penses que créer du contenu et publier tous les jours, c'est mieux que d'avoir de temps en temps du contenu mais plus de la qualité pour garder une audience toujours active? Euh, En fait, ça dépend comment tu communiques. Ton audience, tu peux avoir un côté très honnête où tu partages juste une vidéo brute comme ça et tu peux poster plus facilement tous les jours. Et ça va marcher avec des personnes qui attendent ça. Par contre, tu vas avoir d'autres personnes qui vont vouloir avoir quelque chose de plus qualitatif et qui vont plus s'accrocher sur quelque chose de travaillé. Euh, et donc, du coup, ils vont demander à avoir ça. Donc, ça dépend de l'audience que tu as, comment tu as l'habitude de communiquer, qu'est-ce que tu aimes faire, est-ce que tu es plus à l'aise avec des vidéos tous les jours un peu plus juste
filmer au téléphone et envoyer, ce qui peut être très bien, ce qui marche très très bien et ça marche pour beaucoup de créateurs. Ou alors est-ce que tu préfères, moi c'est plus mon truc, avoir quelque chose de plus artistique, de plus travaillé, avoir la maîtrise sur l'image, ou tu vas toucher d'autres types de personnes. Moi je sais que la contrainte que j'ai quand je fais quelque chose de plus qualitatif, filmer à la caméra, c'est que encore dans l'inconscient des gens, qualité est égale publicité. Donc j'ai pris, je crois, 1 an à convertir ma communauté à regarder quelque chose de filmé à l'appareil photo. Et encore aujourd'hui, quand j'envoie une vidéo au téléphone, à coup sûr, ça fait entre 300 000 et 1 million de vues. Mais ça me ressemble pas et c'est pas ce que j'aime. Donc au final, je le fais pas et depuis 1 an, j'ai dû faire une seule vidéo au téléphone. Ça a bien marché, mais moi, ça m'évoque rien parce que c'est pas mon truc. J'ai besoin de modifier les images. Donc en fait, ça dépend comment ça marche pour toi, comment pourquoi ta communauté te suit. Moi, j'arrive à faire les deux. J'arrive à faire au jour le jour du contenu très travaillé et posté, mais c'est parce que je connais mes outils, je sais comment travailler et je sais. Enfin, j'ai mon rythme là-dessus, donc j'arrive à le faire. Mais c'est pas tout le monde qui va arriver à le faire parce que c'est beaucoup d'échecs. J'ai fait beaucoup de tests. Encore aujourd'hui, j'essaie de voir comment je peux travailler pour que ça marche au jour le jour. Et encore des fois, ben, je me remets en question. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Il n'y a pas de règle miracle. Je pense que c'est juste question d'habitude et d'entente avec les gens qui te suivent. Oui. Pour rejoindre le contenu de qualité, on avait vu sur ton Instagram que tu avais fait une collaboration avec Dior. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'avoir mis les pieds dans ce monde du luxe qui n'était pas vraiment destiné pour toi à la base? Alors, déjà, quand j'ai reçu le premier mail de Dior, j'étais en train de me faire tatouer le dos. Et là, je reçois une notif et je check et je fais arrête. Et je dis à mon tatoueur qui est mon pote, je lui dis là, je viens de recevoir un mail de Dior pour ils veulent m'envoyer un truc et tout. Je dis mais c'est improbable parce que c'est pas du tout. Enfin, je pensais que c'était pas du tout mon univers, qu'on avait aucun lien parce que moi, j'utilise le vêtement comme un vêtement d'usure, quelque chose pour aller au skatepark et quelque chose d'utilitaire et pas un vêtement d'embellissement corporel. Là où les maisons de couture, c'est beaucoup plus cher, ça n'a jamais été dans la gamme de prix que j'achète parce que je reste assez relativement simple sur les vêtements. Et donc du coup, je voyais pas. Enfin, je me suis posé la question, je me dis trop bien parce que j'imaginais même pas ça en tant que goal parce que je pensais que c'était inatteignable vu mon profil. Et au final, bah en fait, j'ai fait un truc avec la maison. Ça a super bien marché. Je sais que derrière, j'ai demandé, ils ont dit ouais, la vidéo que t'as faite, elle a fait le tour de la maison, ils ont trop kiffé et tout. Et je me dis ouais, trop bien. Et ils m'ont invité à un événement et là, je me suis retrouvé pour la première fois en présentiel avec d'autres ambassadeurs Dior, tous les gens Dior. Et je me suis dit, je suis arrivé genre vraiment habillé comme j'ai l'habitude d'être habillé parce que ça c'est un truc que je déroge pas trop à la règle. Je suis comme ça et voilà, basta, tu fais ce que tu veux avec, mais je vais pas mettre en maxi bombe pour ouais, c'était la seule fois que j'ai porté un costard, c'était pour le festival de Cannes, mais sinon moi genre quasiment jamais de chemise quoi. Et du coup j'arrive habillé comme ça et tout, et je ressens un peu le syndrome de l'imposteur à fond. Et je me dis putain, ils sont tous trop stylés, c'est tous des gens dans la mode. Il y en a une qui fait du ballet, il y en a un autre. Ils avaient tous leur truc. Comme moi, au final, j'avais mon truc à moi. Et mais j'arrivais pas à me dire j'ai ma place ici. Et donc à ce moment-là, je parle avec les gens de la maison, Dior et tout. Et je leur dis comment vous m'avez trouvé, pourquoi moi et c'est quoi l'avenir. Et ils m'ont répondu qu'en fait on avait des liens. Enfin, ils trouvaient que ça coïncidait parce que j'avais maîtrise de l'image et tout ça. Et on a parlé du savoir-faire. Et au final, c'est là où on a eu le lien sur le côté artistique, c'est que moi j'avais l'image du luxe comme quelque chose d'inaccessible, quelque chose de très cher. Et en fait, j'avais totalement oublié le côté savoir-faire, les petites mains et tout ça. Et c'est en fait c'est là-dessus où ça matchait, c'est que moi je fais beaucoup de trucs de mes mains, que ce soit de la photo, j'apprends la couture, le tatouage, et du coup là j'ai commencé à comprendre que j'étais pas forcément un imposteur dans la maison. Et du coup, suite à ça, on a continué à garder des liens, à travailler ensemble. Ils m'ont envoyé des produits, c'était super content. Et un jour, je reçois un mail qui me dit oui, on aimerait bien que tu sois sur une campagne publicitaire avec nous, rediffusée sur Sephora pour le parfum sauvage. Et donc du coup, je bug complet parce que là, c'est une autre dimension. Et je me dis waouh, c'est un peu le Graal, tu vois. Et donc on va faire la campagne publicitaire, c'est gros tournage, c'est gros matériel, c'est équipe de production, c'est pas moi qui filme, c'est des gars d'une boîte qui s'appelle Supervision. Et donc le tournage s'est super bien passé, il y a un côté très humain, tout le monde travaillait ensemble.
Et en fait, ça a remis un petit peu à zéro toute l'image que j'avais du luxe. En fait, j'avais que des a priori. Et là, j'ai appris du coup, et je m'intéresse depuis beaucoup plus à la couture, au volume et tout ça. Et du coup, voilà, franchement, c'était une super expérience. Je suis trop fier et je suis doublement fier parce que du coup, j'ai une peau très tatouée et je vois très peu de monde avec des peaux très tatouées dans le monde du luxe. Souvent, ça se retrouve dans des trucs un peu roots, skate et autres. Et en fait, il y a rarement ce côté très classique qui vient avec des peaux très tatouées. Et ça m'a fait du bien parce que moi, j'aurais bien aimé aussi, je pense que j'aurais accroché plus facilement au monde du luxe si j'aurais vu quelqu'un qui me ressemblait un peu sur ces créneaux-là. Il y en a un que je suis et au final, je crois que c'est un des seuls gars tatoués, très tatoué en mannequin et en fait, je me reconnais à fond dans lui. Donc je me dis, si je le fais un peu pour les personnes tatouées, je trouve ça cool, c'est un petit clin d'œil. Et aujourd'hui, ça reste le goal number one que j'ai pu faire avec la maison. Du coup, gros coup de cœur là-dessus. Pour reprendre par rapport au tatouage, ton style personnel, il est quand même beaucoup marqué avec ça. Donc, comment est venue ta passion en général pour les tatouages et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la signification qu'ils ont pour toi en général et comment ils influencent un peu ton identité en général? Alors, ce qui est marrant, c'est que je me rappelle que depuis tout petit, j'ai toujours voulu être très tatoué. Et en fait, ça revient encore une fois, je vois un truc de gamin, mais quand je regardais les trucs de catch, la WWE, il y a des gars tout tatoués, je me dis, c'est trop cool et tout, enfin, c'est trop stylé, genre, c'est comme s'ils portaient un vêtement, s'ils portaient une identité, sans avoir à porter un sweat ou autre, et en fait, on les reconnaît comme ça. Donc j'ai trouvé ça trop intéressant, et petit à petit, je me suis très vite retrouvé à grandir dans les skateparks, et donc j'ai grandi avec toute cette culture-là, et le tatouage est présent, putain, j'en oublie comment parler. Et le tatouage, c'est quelque chose qui est très présent dans le milieu des skateparks. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'identité. Et en fait, autour de moi, en fait, il y avait plein de gars qui avaient beaucoup de trucs à dire et qui portaient un peu, soit les trucs où ils ont eu du mal dans la vie, mais ils le portaient, c'était un peu comme, voilà, ça m'est arrivé, je l'assume, tu vois, c'est vraiment une partie de, ok, je m'approprie peut-être une partie de mon passé ou un trait de ma personnalité et en fait ça devient une carte d'identité. Moi je vois mon corps un peu comme mon passeport ou ma carte d'identité, c'est que tous ces tatous là racontent une histoire de vie. C'est juste que moi je le connais parce que c'est un peu mon alphabet, mais les gens savent pas comment le lire, donc ils voient juste des dessins. Mais en fait je porte mon identité vraiment sur moi sans avoir à m'exprimer, sans avoir à autre chose. Et aussi je me réapproprie mon corps avec les tatous et puis du coup, c'est venu de là et j'ai commencé à me tatouer parce que j'ai commencé à faire des petits jobs en tant que caméraman, donc je filmais des formations pour des tatoueurs. Donc en fait, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Et du coup, le tatouage, vient de là. Après, ils ont tous des significations à la con. Hein. Il y en a qui sont très puissants, qui sont très personnels, comme il y en a qui sont totalement débiles. Tu peux avoir un truc, je crois que c'est celui que j'ai dans les mains, qui veut dire un truc ultra perso, comme un verre de Jagerbomb lumineux sur la jambe. Et t'as des jeux de mots à la con, t'as des trucs, des souvenirs de voyage, il y a des traits de ma personnalité. En fait, ça englobe pas juste une partie de moi, ça englobe toute mon identité au final. Et donc voilà, et ce qui est drôle, c'est que maintenant, le tatou, je les vois quasiment plus, alors que c'est un truc qui se voit, mais quand je me vois devant un miroir, je me dis, c'est moi, c'est pas juste, il y a un tatou sur moi, c'est juste, ouais, c'est moi, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu ça ma relation au tatouage. Et on a chacun une relation un peu différente. Mais du coup, je trouve ça assez cool comme art. Pour ce qui t'a fait connaître donc en confinement, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, en plus d'avoir plus de notoriété? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Est-ce que t'es fier d'avoir pu créer un concept d'une vidéo par jour qui t'a donné vraiment de la notoriété, en plus de transmettre ta passion, quoi? Tattoo aux millions, en fait, je fais des vidéos sur les réseaux depuis longtemps. J'ai loupé le coche avec YouTube, j'ai loupé un peu le coche avec Insta, et je me suis retrouvé avec une troisième chance qui était TikTok. Et j'ai flairé le truc et je me dis, ok, celui-là je le loupe pas. C'est à l'époque où tout le monde avait TikTok sur son téléphone, mais personne assumait qu'il regardait, comme s'il y avait un tabou ou un truc comme ça. Et moi je me suis dit, de toute façon je suis déjà exposé. J'ai déjà eu la période où je me faisais clasher. Au final, maintenant, ça me passe au-dessus. Donc, s'il y a personne qui assume qui regarde, c'est-à-dire qu'il y a personne qui se met en avant dessus, ou très peu de monde. À l'époque, il y avait que des danses TikTok. C'était bien avant le confinement. Je crois que c'était 2 ans avant le confinement ou un truc comme ça. Donc, je commence à publier et là, très vite, ça marche parce que je fais des trucs différents et j'utilise la plateforme de manière différente. Et très vite, je commence à travailler avec le siège aussi.
de TikTok Monde. Donc j'ai fait toutes les campagnes publicitaires qui passaient sur toutes les vidéos, sur toutes les applications, entre les vidéos YouTube, entre les snaps et tout. C'était des trucs qui étaient vus des millions de fois. Et j'étais image de TikTok pendant une petite période quand même. Et j'ai fini avec la devanture de l'App Store et du Play Store, où je suis en trottinette. Vous pouvez vérifier hein, si jamais. Donc du coup, j'ai beaucoup bossé avec eux. Donc je me suis en fait lié d'amitié un peu avec. Ça fait du bien d'être reconnu en tant que créateur par la plateforme directement. Donc ça m'a motivé. Et donc du coup, je commence à apprendre les codes de l'application. Je commence à apprendre à détecter 2-3 trucs et je me dis ok, ça marche comme ça, ça n'a pas encore été fait mais c'est un potentiel, je vais tester. Donc en fait je fais plein de tests sur la plateforme et c'était la période où tu pouvais vraiment tester aussi facilement que tu voulais parce que personne n'avait trop établi de règles sur la plateforme. Enfin si on avait une, c'est que les vidéos devaient durer en minimum 10 secondes, enfin 10 secondes, il n'y avait pas de format long. Et ce que je me suis dit, c'est moi j'adore le format long, donc il faut que j'ai un truc qui me représente. Saoulé, je vais mettre des patates à la putain de mouche là. Et je vais trouver un truc qui me correspond. Et donc, j'arrive à une période de ma vie où j'apprends le tatouage. Donc, je commence à tatouer sur des pots de fruits. Et je commence à me tatouer moi. Et je me dis, moi je me connais. Je sais que pour apprendre, j'ai besoin d'y aller à 2000% et faire ça tous les jours. Donc, je commence à me tatouer pendant une semaine et tout. Et je me dis, t'es complètement con, genre, il y a vraiment un truc à faire, tu peux faire un concept là-dessus. Et je me dis, si je donnais un gros titre qui donnait en gros une illusion de but de il se tatoue jusqu'à ce qu'il ait le million d'abonnés, l'idée, c'était pas d'aller jusqu'au million, mais c'est plus de driver un truc pour susciter l'intérêt et des réactions. Que ce soit des réactions positives, d'incompréhension ou négatives. Ce qui fait bouger les vidéos. Et à partir de là, en fait, je commence à me tatouer tous les jours parce que je voulais apprendre le tatouage. Donc, dans tous les cas, je l'aurais fait sans faire des vidéos, mais là, ça reste que du bonus. Et j'ai donné un rendez-vous quotidien aux gens sur la plateforme à l'époque où il n'y avait pas ce truc-là, où tu scrollais tes vidéos et c'est tout. Et là, j'ai commencé à trouver le truc pour donner un rendez-vous sur la plateforme qui reste un algorithme de découverte tout le temps et tout. Et donc, du coup, je gère ça marche super bien. J'ai beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de questions aussi de haine ou de trucs qui étaient mal tournés, et donc je me basais sur ces questions-là pour avoir un côté éducatif, décomposer la question et on va dire parler de manière décomplexée du tatouage. Et là, c'est là où il y a beaucoup de monde qui est arrivé parce que c'est pas commun. J'avais trouvé un format, j'ai trouvé un truc et tout. Et donc là, ça m'a relancé, on va dire, ma carrière. Enfin, ça a donné un coup de boost, pas relancé, mais ça a donné un coup de boost supplémentaire avec TikTok. Et maintenant, j'ai une grosse partie de ma communauté là-dessus. J'ai perdu une partie de ma communauté, ce qui est drôle et ce qui m'arrange aussi, parce que j'avais aussi beaucoup j'appelle les mâles alpha. C'est des gars qui voyaient, oh ouais, c'est un bonhomme, il se tatoue tout seul, mais des gars avec un discours qui était pas du tout le même que moi. Et puis au final, ils sont décrochés parce que j'étais pas juste un mec qui se tatoue, mais je parlais de deux trucs. J'osais parler de la masculinité, j'osais et parler des trucs qui les touchent pas forcément. Donc au final, je préfère avoir perdu, enfin, ça reste minime hein, sur la communauté, mais j'ai moins de DM de gens qui sont assez fermés d'esprit, qui me suivaient juste parce que j'étais un gars qui se tatouait tout seul et que c'était waouh, trop stylé. Je préfère avoir des gens qui comprennent le concept de A à Z plutôt que d'avoir tout et n'importe qui pour avoir des chiffres. Du coup voilà, et l'or dans les mains, c'est le tatou qui arrivait plus tard. Il a fait beaucoup parler parce que c'est un tatouage déjà qui est pas commun, qui est engagé, qui fait mal, et surtout j'ai une signification derrière qui est très 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 importante, et j'ai eu beaucoup de mal à en parler pendant très longtemps, et donc j'ai réussi à poser des mots là-dessus, et donc il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le discours et qui reconnaissent le tatouage, et donc c'est ça qui a plus fait bouger, on va dire, cette publication-là. C'est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dedans, il y a des gens qui ont dit putain, il ose parler de ça, du côté tabou, de la perte d'un parent et tout, et au final ça a fait beaucoup de bien à certaines personnes, et moi ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que du coup j'ai eu beaucoup de soutien derrière, et ça reste une pièce du coup que j'adore. Donc franchement carton plein sur celui-là. Ça m'a fait du bien, ça fait du bien à certaines personnes, et puis ça m'a donné un coup de visibilité. C'était pas le but premier c'était de partager un petit peu le process, mais ça fait kiffer les gens, du coup voilà. Donc on peut dire en soi que tu as trouvé ton concept qui a pu te faire connaître. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut toujours se faire, entre guillemets, facilement connaître sur les réseaux, alors que y a déjà presque
pas tout, parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais le marché, il est presque saturé d'influenceurs, de créateurs, de choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'on peut encore se démarquer aujourd'hui? Alors le marché, il a toujours été fermé dans le sens où avant, même s'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs, on bossait qu'avec des gens qui avaient 1 million d'abonnés ou 2 millions d'abonnés. En fait, c'est quelque chose qui a jamais été facile à prévoir, c'est-à-dire que tu peux pas te dire du jour au lendemain, vas-y, j'ai envie de devenir un influenceur ou créateur de contenu, ça va marcher direct. T'as une chance sur 10 que ça marche parce que c'est est-ce que tu vas toucher dans le cœur des gens. Mais chaque année, t'as des nouveaux créateurs qui arrivent et t'en as des dizaines qui marchent bien et t'en as qui arrêtent ou autres. Donc en fait, t'as tout le temps besoin de nouveautés. Donc que ça soit dans les concepts ou que ça soit dans les influx, il y a jamais de moment où c'est plus dur qu'avant. C'était très facile quand il y avait que 3 personnes sur YouTube, mais c'est fini depuis longtemps et pourtant il y en a toutes les années qui arrivent et t'as des nouvelles têtes. Donc c'est pas impossible, faut juste trouver le truc, être authentique et trouver ton audience et c'est pas impossible du tout. Sinon, est-ce que tu as des commentaires négatifs que tu peux voir souvent et est-ce que tu les prends en compte ou vraiment tu passes outre? Moi, j'ai le nez bouché. Moins qu'avant, parce que les gens sont plus éduqués maintenant sur la plateforme. Avant, vraiment, il y avait de l'incompréhension totale et l'incompréhension, ça amenait à de la haine souvent parce que, on va dire, la haine, c'est le schéma facile de je comprends pas, j'ai besoin de m'exprimer, ça va être de la haine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à réfléchir et à poser un avis construit. Des commentaires négatifs qui sont construits, je les prends en compte parce que je cherche à m'améliorer, donc j'écoute. Par contre, quand je vois des trucs, je me dis, ok, lui, c'est juste un rageux et autres, et basta. Moi, ça me fait plus rien maintenant, et à une époque, ça me touchait beaucoup. C'était plutôt quand je me construisais, quand j'étais en période d'adolescence et autres, où là, j'étais plus enclin à prendre dans la gueule. Et en plus, c'était à cette période-là où il y avait beaucoup de haine sur les réseaux, beaucoup d'incompréhension, donc on prenait vraiment beaucoup plus cher que maintenant. Maintenant, les gens sont un peu éduqués là-dessus, donc il y a moins de haine, il y a toujours des commentaires déguisés, mais beaucoup moins qu'avant. Et les gens prennent la défense des créateurs aussi plus facilement. Donc, moins maintenant. Par contre, avant, oui, ça m'avait bloqué. Et ça m'avait tellement bloqué que pendant une grosse période, je crois que jusqu'à pas longtemps, que ça soit un commentaire positif ou négatif, ça me faisait rien. Ni chaud ni froid. Tellement, psychologiquement, je pense qu'il y a un truc qui a dû se bloquer en moi. Et quand on me dit, ouais, c'est trop bien ce que tu fais, tu m'as trop aidé, en fait, je ressentais rien. Et quand on me disait, ouais, éclater au sol ce que tu fais, vraiment, tu devrais arrêter, ça me faisait rien non plus. Mais là, depuis peu, je commence à réapprécier les commentaires positifs ou constructifs. Et donc, je le vis différemment. En fait, j'ai appris à passer au-dessus. Et de toute façon, un moment ou un autre, tu te protèges. Moi, je me suis bloqué solo pendant longtemps et maintenant, je commence à me réouvrir à ça. Donc ça dépend. Il y a des périodes, je pense, où les gens réagissent différemment aux commentaires de haine. Pour parler un peu d'émotions négatives ou autres, comment tu fais pour aller de l'avant et pas forcément te morfondre quand ça va pas, ou est-ce que t'as toujours pas trouvé le truc pour te faire aller bien quand ça va pas? Bonne question, parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui te met dans le doute tout le temps, qui te demande de te mettre tout le temps en question, et dès que c'est en courbe décroissante, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ça monte et ça descend tout le temps, c'est pas juste, ça peut descendre, mais t'as tout le temps, c'est pas régulier, donc ça te fait beaucoup stresser. Et moi, je regarde plus les chiffres, franchement, j'en ai plus rien à faire des chiffres. Je me dis, même s'il y a 300 personnes qui kiffent le truc, tant mieux. Et le mois d'après, ça peut être 300 000, 1 million de personnes. Donc en fait, je reste juste fidèle à ce que je fais, je me plais dans ce que je fais, j'aime travailler les vidéos, c'est ça qui me rend heureux. Donc après, soit c'est apprécié, soit c'est pas apprécié, mais je vais pas forcer le truc. Donc juste, j'ai appris à m'écouter et j'ai appris à faire la part des choses, et pas être totalement l'outil des gens qui me regardent, mais vraiment plutôt avoir la position de force sur, ok, je partage ce que j'aime et je fais ce que j'aime, parce que sur le long terme, c'est ça qui paye et c'est ça qui te tient. Si tu commences à devenir, on va dire, à te baser sur les chiffres, t'as l'illusion que t'es heureux et au final, tu te rends compte tôt ou tard qu'en fait, tu fais plus que ce qui te plaît, et c'est là où je pense que c'est très compliqué. Donc je pense que c'est juste rester fidèle à soi-même. Donc pour finir, on a pu remarquer aussi sur tes réseaux que une de tes passions, c'était le cinéma, si je me trompe pas. Est-ce que ton projet de long métrage est toujours actuel? Et sinon, t'as quoi en tête pour la suite? Et c'est quoi ton objectif ultime ou en fait ton gros projet pour l'avenir à la fin de tout ça? Alors oui, le cinéma, en fait, vu que je travaille l'image, forcément c'est quelque chose de naturel. Je commence à côtoyer un peu le milieu grâce à des expériences que j'ai avec les réseaux sociaux, que ce soit le Festival de Cannes ou d'autres trucs. Donc ça me motive encore plus à faire des trucs encore plus concrets.
Il y a un truc qui m'aurait plu, c'est de travailler dans une sorte de mini-série documentaire, comme on voit, par exemple, le docu d'Orelsan ou de Squeezie, mais plus en mode self-made de A à Z. Genre vraiment, je pense que si j'ai un goal, ça serait de faire une série docu sur un sujet, mais vraiment une production solo. C'est un truc qui n'a quasiment jamais été fait, et diffuser ça sur Prime ou sur un truc. Mais il faut encore que je trouve l'identité, que je trouve le concept et tout ça. Mais en gros, j'ai vraiment envie de prouver que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux tout faire par toi-même. Et même si t'as pas envie de tout faire par toi-même, tu peux faire avec les moyens du bord à fond et sur un gros projet, et prouver ça, ça serait vraiment mon kiff. Après, je suis pas fermé à toutes les opportunités. Donc, en soi, je pense que chaque expérience, j'ai du bon à en tirer. Donc, je pense que le goal ultime, ça serait vraiment la créa d'une mini-série ou d'un mini-docu. Je pense que ça serait le plus cool. Et après, s'il y a d'autres opportunités, why not? Est-ce que tu penses avoir trouvé qui tu es, tes passions? Est-ce que tu penses que tu sais, tu connais ta personnalité? Ah oui, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, à m'écouter surtout, et pas à vivre au travers du regard des autres. Et j'ai appris, on va dire, un peu plus rapidement grâce aux réseaux sociaux, que c'est des choses où certains hommes prennent leur vie à se connaître, à savoir comment ils fonctionnent, comment ils ont besoin d'être entourés, qu'est-ce qui marche pour eux, qu'est-ce qui les rend heureux. Moi, je me connais assez, je pense que j'apprends beaucoup sur moi, et puis le fait que je parle beaucoup de mes sentiments, et ben, ça me permet de voir comment les gens réagissent et comment eux, ils font de leur côté. Donc, je teste un peu des trucs et autres. Donc, je pense que ouais, je suis totalement en accord avec moi-même là-dessus. Peut-être un peu moins sur le sujet du travail, sur le fait de stopper, prendre du temps pour soi. Ça, j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à comprendre le concept, mais c'est que je suis pas dans une optique, je suis habitué à, tant que j'ai du temps, bah je bosse, parce que sinon je vois le temps passer à côté de moi. Donc c'est peut-être là-dessus où j'aurais peut-être un point noir qu'il faudrait que je développe, mais sinon j'ai aucun mal à parler des moments qui vont pas, de dire ce qui me fait plaisir, de bien m'entourer, de stopper des gens qui me freinent mon évolution, mon bien-être. Donc ça, je l'ai appris, et je suis content de l'avoir appris, parce que ça fait pas du bien au début, parce que tu sais pas ce que tu fais, t'as l'impression de faire des erreurs, mais au final, ça paye, et tu te construis tellement mieux que voilà. Et j'ai pris du temps. Hein. Et est-ce que tu aurais, du coup, des conseils à donner aux on va dire 20-30 ans, qui cherchent encore à se connaître? Est-ce que tu aurais des conseils en particulier? Après, d'un côté, 20-30 ans, tu vois, moi, je saurais pas comment l'expliquer, parce que j'ai réussi à me trouver un peu assez jeune, donc cette période-là de la vie, c'est là où tout change, donc ça peut mettre encore plus ça peut compliquer encore plus la chose. Par contre, je pense que le mieux, ça serait de prendre du temps pour soi, se poser, bien s'entourer, et s'il y a un truc qui te plaît, peut-être essayer de le développer, mais pas forcément pour en faire un travail, pour en faire un échappatoire, un hobby, un truc qui te permet juste si t'as un travail à côté, où tu t'évolues dans cette direction-là, et ben tu gardes quelque chose d'ancré pour toi et que t'entretiens pour toi, qui peut peut-être un jour devenir ton travail. Mais le but juste être de se changer les idées. Je pense que c'est le meilleur truc à avoir dans la vie, et c'est pas facile. On appelle ça une passion, mais ça peut juste être des trucs passagers, comme des fois, moi en ce moment j'apprends la couture, j'ai fait du tatouage, j'ai fait plein de trucs. Il y a plein de cycles dans la vie. J'ai pas un truc qui me suit toute ma vie quasiment. Donc je pense que ouais, développer un truc autre que le travail, ou que les amis, ou que un truc à soi, je pense que c'est le truc le plus important. Est-ce que tu aurais un avis à donner, nous dire ce que tu penses du concept de notre magazine Poche? Bah, j'aime bien, parce que c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que ça amène... quand je parle, faut forcément qu'il y ait un truc qui passe dans la rue. J'aime bien le concept parce que ça reste honnête, ça reste du discours, et c'est pas juste on t'envoie l'information, on te dit ouais, il faut que tu fasses ça dans ta vie ou autre. Le fait de passer par des témoignages pour pouvoir se construire, je trouve ça intéressant, parce que moi-même, en fait, j'apprends énormément des autres, et je pioche ce que j'ai envie de la personnalité des autres pour essayer sur moi-même. Donc je pense que mettre en lumière ça, je trouve que c'est la meilleure façon d'aider les gens à se trouver,
ou autre. Peut-être que ce que je dis depuis le début, ça intéresse personne. Peut-être qu'il y en a certaines personnes qui vont se dire ah putain mais en vrai il a trop raison, j'aimerais bien tester ça. Donc je pense que c'est trop intéressant, et en plus d'avoir des discours totalement différents, encore plus parce qu'encore une fois tout le monde fonctionne différemment. Donc piocher un peu des idées ou des trucs à droite à gauche, trop bien, trop bien. Merci beaucoup. On est très heureux d'avoir pu t'avoir aujourd'hui pour cette interview. Voilà, merci.